Je suis Patrick Longchamp, dysorthographique et pourtant journaliste. Tout dans mon parcours scolaire me prédestinait à l'échec et c'est pour cela qu'aujourd'hui je me tourne vers le podcast pour partager la connaissance là où l'écrit parfois pouvait me faire défaut. Durant les 12 prochaines minutes, peut-être plus, je vais avec mes invités vous accompagner sur la route de la connaissance et du savoir et vous faire découvrir ces acteurs et ces actrices du changement qui ont chevillé au corps et au cœur le fait de ne laisser personne sur le bord de la route de la connaissance, du savoir et de la culture. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde » et c'est peut-être pour ça que l'ONU en a fait son 4e objectif de développement durable. Je vous invite donc à faire avec moi un bout de route sur les chemins de la connaissance. Je suis Patrick Longchamp, journaliste et explorateur de savoir. Bienvenue dans les chemins de l'éducation. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce dernier épisode, et oui déjà, de notre série L'illettrisme n'a pas d'âge, en partenariat avec Stop Illettrisme et le groupe ADP et sa fondation d'entreprise. Depuis le début de cette série de podcasts, on a évoqué la question de l'illettrisme, on a évoqué la question de la petite enfance, mais on n'a peut-être pas encore assez évoqué celle de l'entre-deux âges, de ceux qui commencent leurs apprentissages. Et pour cela, je suis très heureux de recevoir Cécile Géano, qui est la directrice générale de Coup de Pouce. Coup de Pouce, une association soutenue par la Fondation Aéroport de Paris. Laure Kermen nous en parlait tout au début de cette série de podcasts. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, comme au début de chaque podcast, je vais commencer par une citation. Et cette citation, elle est de Milan Kundera, cette fois-ci, et qui dit « Ce qui n'est pas l'effet d'un choix ne peut être tenu ni pour un mérite, ni pour un échec. » Parce que j'ai voulu souligner la question de l'échec que vous abordez en termes de prévention à Coup de Pouce. Comment vous réagissez à cette citation de Milan Kundera ? Je crois que pour Coup de Pouce, elle nous parle beaucoup. C'est totalement notre philosophie. Alors sur l'échec, mais surtout sur les inégalités qui sont subies par les enfants. Les enfants ont tous le même potentiel. Ils ont les enfants qui sont de catégories socio-professionnelles peut-être moins élevées, ont le même potentiel que leurs camarades. Pourtant, ils ont des conditions de vie qui ne leur permettent pas de la même manière de déployer ce potentiel. C'est là où il y a une injustice qui nous paraît très forte, une injustice sociale, scolaire, qui nous paraît très, très importante. Et c'est sur cette injustice-là que nous travaillons. C'est notre mission de justement réduire cette inégalité des chances au démarrage. Cette inégalité des chances et ce déterminisme social qui parfois empêche d'aller plus loin. Je vous propose qu'on fasse une petite virgule et on approfondit un petit peu. Coup de pouce. Cécile Géano, pouvez-vous nous expliquer finalement un peu la mission de Coup de Pouce ? Qu'est-ce que on a compris, ça lutter contre le déterminisme social, la lutte contre l'échec scolaire, la lutte contre les discriminations. Mais concrètement parlant, qu'est-ce que vous faites ? C'est de favoriser la réussite scolaire pour tous. Et nous voulons pour cela prévenir de manière précoce le décrochage scolaire. Et nous avons donc choisi d'intervenir lors des premières années d'apprentissage. Alors c'est quoi les premières années d'apprentissage ? On les met où ces premières années ? Alors on peut les mettre dès la maternelle. Nous, on a choisi pour l'instant de les mettre en grande section, l'apprentissage du langage, au CP, l'apprentissage bien sûr de la lecture, et au CE1 où on est dans la poursuite de l'apprentissage de la lecture et où on approfondit aussi les mathématiques. Nous sommes très persuadés que la prévention doit commencer tôt. Donc nous avons aussi en expérimentation un programme déjà sur la moyenne section où se jouent toutes ces activités langagières qui sont extrêmement importantes pour réussir après l'apprentissage de la lecture. Donc lire, écrire, compter, c'est la base sur laquelle vous agissez parce que c'est l'essentiel de ce dont on a besoin finalement au quotidien tout au long de sa vie. Tout à fait, ce sont vraiment ce qu'on appelle les apprentissages fondamentaux. Nous intervenons pas sur les compétences, l'apprentissage, qui est vraiment le rôle de l'école. Nous intervenons sur la confiance, le sens et le plaisir. Alors comment vous intervenez ? Concrètement parlant, parce que ça c'est la mission, mais concrètement parlant, est-ce que vous poussez la porte des écoles ? Comment vous arrivez justement à faire infuser vos programmes auprès des publics que vous avez pour cible ? Alors avant de vous répondre sur le comment, je voudrais donner quelques indications sur nos choix.
On a fait le choix d'abord d'intervenir en petits groupes d'élèves parce qu'on pense que c'est important d'être en collectif, mais en petit collectif. On a fait le choix, comme je l'ai dit, d'être en grande section, en CP, en CE1. Et surtout, un choix très structurant, on a fait le choix d'investir le temps péri- et extrascolaire. Périscolaire après l'école, extrascolaire les vacances, parce que c'est le temps où se creusent le plus les inégalités. Et un enfant de CP, il passe 80% de son temps éveillé en dehors de l'école, si on prend les mercredis, les week-ends, les vacances, etc. Et donc nous, on a vraiment ciblé notre action sur ce temps-là. Alors comment ? Plusieurs choses. D'abord, on a conçu des programmes sur ce temps péri- et extrascolaire qui se basent sur 2 grands piliers, le jeu et la coéducation. Le jeu, parce qu'on pense que c'est un territoire pour justement prendre confiance, comprendre le sens et avoir le plaisir. Donc on utilise le jeu pour les apprentissages fondamentaux, pour le langage, pour la lecture, pour les mathématiques. On conçoit des jeux, donc on est... Alors concrètement, c'est quoi ces jeux-là, si on devait donner des images à nos auditeurs? Alors ce sont des jeux de langage, ce sont des jeux de lecture. Un jeu de lecture, ce sont par exemple un loto où il faut trouver une syllabe pour compléter un mot. On va jouer à la marchande et il faudra compter pour acheter des aubergines et des courgettes. Ça va nous permettre d'apprendre le vocabulaire et puis aussi de compter. On va jouer au dé quand on joue aux mathématiques. On va faire beaucoup de jeux de spatialisation pour les mathématiques parce que c'est une des difficultés des enfants, au-delà de la numération qu'on connaît. Il faut avoir une très bonne spatialisation pour réussir en mathématiques. Donc on va faire des tangrammes, on va faire... Voilà, donc c'est tous ces jeux-là que nous... C'est des jeux que nous connaissons, qu'on peut connaître dans le quotidien, voilà, bien sûr. Mais que nous avons adaptés, conçus pour ces enfants-là de grande section CP, CE1 et pour qu'ils soient complètement en connexion avec les apprentissages à l'école. On dit que nous sommes partenaires de la réussite à l'école. On apprend à l'école et nous, on joue avec ce qu'on a appris à l'école pour pouvoir pratiquer. C'est un peu comme le vélo, il faut en faire plusieurs fois. Et on accompagne des enfants qui, possiblement, ne font pas ça dans leur famille. Peut-être que vous avez des enfants, des neveux, des nièces. Vous avez peut-être assez simplement lu, joué, pratiqué de ces activités de lecture en famille. Nous allons le faire sur le temps périscolaire avec des enfants qui peut-être le font moins en famille. Ça, c'est les programmes par le jeu. Et puis, vous parliez de coéducation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous le matérialisez ? Alors, pour réussir à l'école, il faut bien sûr acquérir ses compétences à l'école. Et il faut aussi, comme je le disais, avoir le goût, avoir le sens de à quoi ça sert. Et ça passe sur le temps extrascolaire. Donc, c'est soit dans la famille, soit dans le club. Et donc, nous allons embarquer les parents dans cette aventure du club Coup de pouce pour les accompagner, leur donner peut-être des idées, des outils, de choses à faire en famille pour compléter les apprentissages des compétences à l'école. Nous avons développé une action qui s'appelle Super Idée qui permet de proposer à tous les parents des clubs, les mamans et les papas, des super idées. Et les super idées, ce sont des choses extrêmement simples qui ne prennent pas de temps, qui ne nécessitent pas de matériel, mais qui font rentrer la lecture dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple, une super idée. Bonjour, avec Mathis, vous pouvez faire la cuisine. C'est une activité de lecture, il lira les emballages. C'est une chose extrêmement simple, mais ça n'est pas forcément naturel. Et c'est ça qui va faire qu'on va prendre le sens de la lecture, à quoi ça sert de lire, à faire une recette. Pas juste à faire plaisir à sa maîtresse, à faire une recette. Et on va le faire avec son père, sa mère. Et donc, il y a tout un côté de transmission et de plaisir de faire une recette. Et puis, ça permet aussi de donner des idées. On le voyait un peu dans le précédent podcast avec 1001 mots. C'est très lié. De pouvoir susciter finalement l'idée auprès des parents qui n'auraient pas forcément l'idée en se disant finalement il y a les devoirs, il a fait sa lecture, mais finalement je peux aller plus loin simplement en lisant la recette ou en lisant en effet ce qui est écrit sur les emballages. Exactement. Alors, si on veut bien comprendre, Coup de pouce, ça s'insère dans le périscolaire de l'école, ça reste dans le cadre scolaire, parce que vous parliez aussi des clubs Coup de pouce. Alors quelle différence il y a entre les deux pour que nos auditeurs comprennent bien? Alors le club Coup de pouce, c'est le jeu, c'est la coéducation, et c'est peut-être une troisième chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'alliance éducative. Comme un célèbre proverbe le dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Et nous, on matérialise cette alliance éducative entre l'école, l'enseignant, le directeur de l'école, les parents, j'en ai parlé, et la commune, les animateurs du temps périscolaire, les animateurs du centre de loisirs et tous les autres professionnels qui sont autour de l'enfant.
Cette alliance éducative, elle est incarnée finalement dans le club, parce que comment ça fonctionne, pour répondre à votre question, nous allons proposer des clubs coups de pouce aux communes et aussi bien sûr aux écoles. Quand le club se construit, nous allons travailler avec les enseignants, car ce sont les enseignants qui identifient les enfants qui vont dans un club coup de pouce. Donc premier élément, les enseignants. Exactement. On va expliquer le club, le principe, les principes pédagogiques et le profil des enfants qui doivent être accompagnés ou qui peuvent être accompagnés par un club coup de pouce. Donc c'est les enseignants qui sont vraiment au point de départ de notre action. Nous allons ensuite identifier des animateurs que nous allons former à notre méthode, à nos jeux, à l'accompagnement des parents, enfin toute cette partie de formation et de transmission de nos outils pédagogiques auprès des animateurs. Et nous allons construire le club, piloté par la commune, parce que c'est du temps périscolaire, donc c'est la commune qui s'en occupe, et déployer toutes nos actions, parce qu'il y a le club qui se tient donc après l'école pendant la semaine, ou éventuellement pendant les vacances, et il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont très importants pour signifier cette alliance éducative. Nous avons des cérémonies d'ouverture et de clôture qui permettent de mettre tous les adultes autour de la réussite scolaire des enfants. Et quand je dis tous les adultes, c'est le maire, son adjoint, l'éducation nationale, les animateurs, les parents. Donc on fait ça à l'ouverture des clubs pour expliquer l'engagement et le rôle. Et bien sûr à la fermeture des clubs pour célébrer la réussite des enfants. On est très attentif à la réussite, toutes ces situations de réussite que nous proposons aux enfants. Et ça ne se passe pas dans l'école, c'est les enseignants qui repèrent, mais ça ne se passe pas dans Alors, l'école. Le club se passe dans l'école. Parce que ma question, c'est la stigmatisation. Est-ce qu'à un moment donné, quand on est repéré pour entrer dans le club coup de pouce, on n'est pas le mauvais de la bande et est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de stigmatiser ce qui a été... voilà, on va faire des classes de niveau, quand tu es à coup de pouce, tu es vraiment dans le plus bas niveau, tu n'es même pas dans une classe de niveau, tu es à coup de pouce. C'est ma question. Hein, C'est une très bonne question. Plusieurs éléments. D'abord, on travaille avec les enseignants et avec le directeur de l'école. C'est le directeur de l'école qui propose l'action aux parents et à l'enfant et bien sûr qu'ils doivent être tout à fait partants et engagés et d'ailleurs même signer la carte du club. Et donc, nous travaillons avec les enseignants et les directeurs d'école pour justement avoir cette proposition sous la forme d'une proposition d'accompagnement et pas du tout sur une stigmatisation. Ensuite, le protocole du club coup de pouce, il est tellement tourné vers le jeu qu'on n'est pas sur le rattrapage de quelque chose qui n'aurait pas été acquis à l'école, ou il n'est pas sur faire les devoirs, donc quelque chose qui pourrait être encore très lié au monde scolaire. On est vraiment sur des activités de jeu et on fait très attention à ce que ces activités de jeu, elles puissent aussi repartir sur le temps scolaire et que les enfants qui sont accompagnés dans le club puissent parler d'un livre, d'un jeu qu'ils ont fait pendant le club et du coup pour valoriser ce club qui est un club effectivement un peu fermé, de happy few, moi je dirais, plutôt que de stigmatisation. C'est ce que j'allais dire, ça va plutôt se transformer en « t'as trop de chance, t'es au club coup de pouce, moi j'y peux pas y aller, je suis trop bon ». On a un petit peu ça, on a d'ailleurs souvent des parents qui souhaitent que les seconds ou les troisièmes de leur fratrie rejoignent le club coup de pouce. Or ça n'est pas le principe, c'est vraiment l'enseignant qui choisit. Et on a plutôt cet effet inverse de parents qui disent mais on en reveut pour nos autres enfants. Ça peut être en effet le risque à un moment donné, quand c'est dans le cadre scolaire, d'avoir une appréhension de différenciation par rapport aux autres. Et on sait bien aujourd'hui qu'avec la question du harcèlement scolaire, etc., ça peut être douloureux. Tout à fait. Et on est très vigilant à cette côté de stigmatisation parce qu'on sait que la stigmatisation est aussi un facteur d'échec et qu'on veut vraiment travailler sur le potentiel, la valorisation du potentiel et la mise en réussite de ces enfants qui ont un petit peu plus besoin, un petit coup de pouce en plus. Voilà, parce qu'ils sont peut-être plus timides, parce qu'ils ont moins confiance en eux, parce qu'ils ne sont pas en contact avec des livres chez eux. Donc c'est vraiment ça qu'on va chercher. On est vraiment dans les premières années d'apprentissage, donc c'est des enfants qui sont en devenir. On ne peut pas encore leur mettre d'étiquette. D'ailleurs, il ne faudrait jamais leur mettre d'étiquette. Mais comme on est vraiment sur des petits, j'ai envie de dire, on ne peut pas encore dire qu'ils ne sont pas en échec, évidemment. Et donc, on est sur cette valorisation du potentiel. C'est quoi l'impact à peu près de coup de pouce depuis les nombreuses années que vous déployez ces programmes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une mesure d'impact? Est-ce qu'on peut dire ça marche, ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des témoignages peut-être de jeunes qui sont passés par le programme coup de pouce et qui, quelques années après, peuvent témoigner de ce à quoi ça leur a servi?
Alors, on a accompagné un peu plus de 170 000 enfants, donc c'est une des grosses cohortes. Est-ce que ça marche ? Oui, bien sûr, ça marche. Sinon, vous ne seriez pas là, je vous rassure. Mais comme je vous le dis, on travaille sur la confiance, le sens et le plaisir, qui sont des choses quand même difficiles à mesurer. Bien sûr, après, on mesure la capacité à réussir dans la lecture, la capacité à réussir dans les mathématiques. Nous avons une mesure d'impact de tous nos clubs tous les ans, donc des 10 000 enfants, des 15 000 parents, des 6 000 animateurs et des 3 000 enseignants, qui nous disent des chiffres très positifs. On a 88% des enseignants qui nous disent que les enfants aiment plus lire. On a 87% des parents qui nous disent on a changé notre manière d'accompagner nos enfants. Parce qu'on était très focalisé sur les devoirs ou très focalisé sur une sorte de contrainte et on a fait passer le plaisir de la lecture en premier. On a 75% des enseignants qui nous disent que ça a permis aux enfants de faire des grands progrès dans leur confiance. Donc on a des chiffres très encourageants et puis on a des verbatims évidemment extraordinaires. Un récent, j'en ai plein que j'ai préparé, mais un récent qui est très... Qui vous a marqué ? Qui m'a marqué parce qu'il est lié au papa. Vous avez entendu aussi qu'on fait attention au papa, notamment pour les petits garçons. Mais là, c'était pour une petite fille qui, à la fin d'un club, me disait sous le ton de la confidence, hier soir, pour la première fois, mon papa m'a lu une histoire. Et elle avait des étoiles dans les yeux. Et ça, on sait qu'en termes de... Je vais utiliser un mot que je n'aime pas, mais qui pourtant est très important. On sait qu'en termes de rendement scolaire, lire une histoire et que le papa lise une histoire, c'est extrêmement important sur le sens, sur le plaisir de la lecture. Apprendre à lire, c'est difficile. C'est vraiment difficile. On s'en souvient peut-être pas, mais c'est une activité difficile. Si on n'en a pas le sens et l'envie, eh ben, on va rester empêtré dans cette difficulté. Vous agissez sur l'ensemble du territoire en France, uniquement région parisienne, Île-de-France. L'association est portée sur le territoire aéroportuaire d'Orly et de Roissy, mais vous intervenez aussi ailleurs en France ? Alors, on intervient partout en France et en métropole. On intervient, par exemple, on va ouvrir bientôt la Réunion, à Mayotte, où on a beaucoup de besoins, dans les Antilles, dans presque tous les départements, en tout cas dans toutes les académies. Et nous avons 240 partenariats avec des villes, donc 240 villes, principalement des moyennes, grandes, très grandes villes, quelques villages. Et effectivement, la Fondation Aéroport de Paris nous accompagne sur une dizaine de villes dans leur territoire aéroportuaire pour accompagner quasiment 500 enfants tous les ans depuis longtemps. Donc, un partenariat qui se construit dans la durée. Tout à fait. Et ce qui est très important pour les associations en général et pour Coup de pouce, parce que, comme je le disais, cette alliance éducative, elle met du temps à se construire. On sait qu'elle est très importante dans la réussite scolaire des enfants. Les enfants savent si les adultes ne sont pas tous connectés entre eux pour leur réussite. Ils sentent bien s'il y a un animateur, un enseignant, un parent. Nous, on veut vraiment créer cette alliance et ça met du temps. Et donc, il faut que quand on construit des clubs et un partenariat avec une ville, ce partenariat dure. On a des partenariats qui durent depuis 25 ans. Mais ces partenariats, ils arrivent à maturité au bout de 3, 4, 5 ans. Et un partenariat avec la Fondation ADP nous permet d'agir dans ce moyen terme, ce qui est très important. Ce qui est très important. Merci beaucoup, Cécile Jeannot, d'avoir été notre invitée de ce dernier épisode de podcast. Si on veut en savoir plus, on vous retrouve où ? coupdepouce.com.org.fr ? C'est une bonne question. C'est l'un des trois, forcément. Surtout que Coup de pouce est un nom assez utilisé, donc pas forcément facile. coupdepouceassociation.fr. Coupdepouceassociation.fr, vous retrouvez toute l'actualité. Si vous êtes maire d'un village ou enseignant et que vous voulez vous rapprocher d'eux, n'hésitez pas. Merci en tout cas à tous ceux et à toutes celles qui ont témoigné dans cette première série des chemins de l'éducation consacrée à l'illettrisme au travers des âges. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes de podcasts dédiées, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Si vous voulez nous aider à faire mieux connaître cette lutte contre l'illettrisme, le décrochage scolaire et le déterminisme social, bien, vous likez, vous partagez, surtout mettez des petits commentaires, ça fait remonter l'algorithme et donc comme ça on luttera plus facilement contre l'illettrisme. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle une seule chose, c'est qu'à tous on peut tout. À très bientôt. Au revoir.
C'était Les Chemins de l'éducation, un podcast original produit et réalisé par Mediadvise Podcast Studio, l'audio au service de la planète, en partenariat avec Stop Illettrisme et le groupe et la fondation ADP Aéroport de Paris. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast dédiées Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à liker, partager, donner votre avis, surtout si vous souhaitez faire progresser la lutte contre l'échec scolaire et l'éducation pour tous et pour toutes, et ce, quel que soit l'âge. À très bientôt. Au revoir.